Bonsoir, je suis contente de vous voir. Bonsoir, Joanie. Je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Claude Sénécal. Bonsoir. C'est beau de vous voir ensemble. C'est gentil. Marie-Claude, explique-moi, qu'est-ce qu'elle a exactement, Joanie? Joanie, elle a une maladie génétique qui est très rare, qui s'appelle le col 4A1. Ils sont environ 150 dans le monde à avoir cette maladie-là. Donc, c'est une maladie qui fait elle a 20 ans. Elle parle pas, elle marche pas, elle porte des couches, elle mange mou. Je m'en occupe comme si c'était un enfant d'1 an depuis les 20 dernières années. Puis là, elle est heureuse, là. Ouais, là, elle est vraiment contente. Puis elle est colleuse aussi. Oui, les bisous pleins de barres. Ben oui, tantôt, oui, mais c'est beau de la voir. Dis-moi, Marie-Claude, à quoi ressemble ton quotidien comme proche aidante, comme maman? Hey, c'est une course. Moi, je travaille, je suis enseignante, ce qui fait que le matin, je me lève à 5h30, puis j'ai 40 minutes pour me préparer, faire les lunchs, puis je la lève, je la prépare, puis là, c'est les orthèses, les médicaments, l'habiller, changer la couche, puis l'envoyer à l'école. Elle va dans une école spécialisée. Puis ensuite, moi, je vais aller travailler. Parce que tu travailles à temps plein. Oui, je travaille temps plein. Et elle aussi, c'est du temps plein. Mais oui, mais est-ce que tu as toujours travaillé à temps plein, Marie-Claude? Oui, j'ai toujours travaillé à temps plein parce que c'était difficile à certains moments de concilier tout ça parce que c'est quand même c'est épuisant parce que la nuit, on fait pas ses nuits. Ce qui fait que les nuits, on se lève. Donc, tu ne fais pas tes nuits. C'est ça. Ça fait 20 ans que je ne fais pas mes nuits. Là, elle est fâchée parce qu'on a enlevé du son. Et là, elle cherche du son. OK, je comprends. C'est ça, mais c'est ça. Non, je dors pas tout le temps les nuits. Il y a les rendez-vous à l'hôpital. Des fois, il y a les hospitalisations d'urgence. Il y a tout le temps les petites surprises. Elle fait beaucoup d'épilepsie. Des fois, c'est compliqué. Puis, c'est de concilier le travail, la vie, la gardienne qui est chez nous quand elle revient de l'école pour que moi, j'ai le temps de revenir de travailler. Puis le soir, c'est comme un petit bébé, là. C'est les bains, faire manger, préparer le lunch en purée pour le lendemain à l'école. Puis c'est une course. Mais c'est difficile, je dirais, à faire. Surtout avec les années parce qu'on a moins d'énergie, on s'épuise. Ce qui peut nous aider dans ça, c'est quand l'employeur, quand il contribue. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir un directeur ou une directrice d'école qui comprenait ma réalité puis qui m'accommodait. J'ai jamais eu de difficulté à concilier. Mais en même temps, j'imagine qu'il a fallu le demander aussi à un certain moment donné que ça arrive pas seul. Non, ça arrive pas seul et c'est difficile à demander au début parce que au début, ça prend du temps avant de dire qu'on est proche aidant. Parce que, encore maintenant, moi, je suis pas Marie-Claude, je suis la maman de Joanie. Et pourquoi ça prend du temps de nommer ça, le fait qu'on soit proche aidante? Parce qu'on est un parent, on s'occupe de son enfant, puis tous les parents s'occupent de leurs enfants. Et ça prend du temps avant de comprendre que les autres parents, ils s'occupent plus de leur enfant comme toi, tu t'occupes encore de ton enfant. Et aussi, il faut que tu reconnaisses, il faut que toi, tu sois rendu là où tu sois capable de dire, OK, moi, je suis pas juste une maman, là, je suis une proche aidante. Et à quel moment ce déclic-là est arrivé pour toi? Je pense que quand tu viens à être épuisé et quand tu viens à vivre une frustration de comparer avec les gens qui sont autour de toi. Tu sais, quand tu regardes tes amis avec les autres enfants grandissent, et puis là, tu réalises que tous tes amis font une nouvelle vie, font une autre vie et que toi, tu fais toujours la même vie. Toi, tu sors toujours avec ton sac à couche, avec tes boîtes à lunch de purée, puis de verre, puis de bavettes, puis c'est compliqué, puis t'as pas de 5 à 7 avec les collègues de travail comme les autres parce que tu as des obligations comme un petit enfant. Et c'est peut-être là que tu réalises que tu es un proche aidant. En même temps, quand tu es un proche aidant, je dirais, ça prend du temps aussi avant de réaliser que toi aussi, tu es une ressource épuisable. Oui, c'est ça, je me dis, une fois qu'on a nommé le fait qu'on soit proche aidante, dans ton cas, est-ce que c'est plus facile de demander de l'aide? Non. Parce que souvent, l'entourage s'habitue à Marc-Claude, on le sait, est capable. Marc-Claude, de toute façon, a fait tout ça. C'est comme ça avec Joanie. On dirait que les gens, je dirais pas qu'ils banalisent, mais ça devient
habituel de voir, Marc-Claude qui arrive avec tout son stock, puis son camion adapté, puis c'est l'hiver, puis c'est compliqué, puis on va l'aider, puis on dirait que les gens, ils sont tellement habitués de voir ça que moi, je suis un peu dans ce tourbillon-là. Sauf que dans ton fort intérieur, là, est-ce que tu disais « aidez-moi » ? Non, je le dis jamais, aidez-moi. Mais je veux dire, est-ce que tu le pensais? Est-ce que tu aurais eu envie que quelqu'un t'aide sans que tu le demandes? C'est sûr, je le pense souvent. Parce que dans ton fort intérieur, c'est ce que tu dis. Oui, souvent, je me dis, comment ça, ils comprennent pas que je peux pas, ou que c'est compliqué, ou que j'aurais besoin, mais en même temps, je me dis, ouais, mais ils peuvent pas savoir parce qu'ils ne vivent pas cette vie-là. Puis c'est à quel moment que tu fais sortir cette pression-là? À quel moment tu te permets de démontrer que tu es peut-être fatiguée? Je le démontre pas vraiment que je suis fatiguée. À aucun moment de ta vie? À quelques personnes qui sont près de moi, là, que je peux vraiment le nommer, mais c'est plutôt rare que je vais dire je suis fatiguée parce que j'ai l'impression que les gens, c'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre. Les gens, quand j'arrive au travail le matin, là, les gens n'ont pas envie d'entendre « Hey, je me suis levée 3 fois la nuit passée, puis je me suis couchée à 11h30 parce qu'elle a fait trop de crises d'épilepsie hier soir, puis je me suis levée à 5h30 Est-ce que toi, ça te ferait du bien d'en parler? Ben, pas du tout, parce que moi, j'arrive à l'école pour faire autre chose. OK, donc tu veux pas non plus qu'on t'en parle? Ben oui, je veux qu'on m'en parle. OK, tu veux qu'on t'en parle? Mais si on m'en parle pas, c'est très correct aussi. OK. Dans le sens que, en fait, je ne veux pas qu'on m'en parle tout le temps et je veux avoir un appui parce que je veux essayer de faire une vie un peu normale. Mais est-ce que tu aimerais qu'on te demande comment vas-tu en étant prêt à entendre comment tu vas? Oui, mais ça, les gens autour de moi, ils sont capables de le faire. Quand quelqu'un autour de moi me demande comment vas-tu, je réponds vraiment comment je me sens et les gens sont prêts à l'entendre. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça, mais je leur dis, c'est correct que tu sois ça mal à l'aise. Ça te fait du bien de le dire. Oui, parce que c'est une autre vie, hein. On parle nous autres, les parents d'enfants handicapés, là, nous, on parle de notre vie parallèle. On vit en marge de la société. On n'est pas si nombreux que ça à avoir des enfants lourdement handicapés qui sont avec nous. Puis on a l'impression parfois qu'on n'aime pas ça quand les gens nous regardent. Mais moi, c'est plutôt l'inverse. Quand je me retrouve dans un restaurant, puis elle parle fort, puis elle rit fort, puis que les gens la regardent, puis qu'ils la regardent manger sa purée de pommes de terre mélangée avec de la sauce puis du poulet, puis qu'elle crie. Bien, j'aime ça quand les gens la regardent parce que je me dis, si la société est indifférente à elle, la société sera indifférente aussi à moi. Et là, j'aurai aucune ressource pour être capable de m'occuper d'elle. Donc, quand notre société regarde les personnes comme ma fille, bien, ça fait en sorte que notre société est belle. Puis nous, les parents, on a besoin de ça parce que on s'oublie beaucoup, hein. En fait, je dis ça, puis je trouve ça vraiment difficile de dire ça, mais moi, je veux que ma fille meure avant moi. Et c'est ça, être le parent, un proche aidant d'un enfant lourdement handicapé, parce que je l'aime tellement que je ne veux pas qu'elle vive sans moi. Et c'est encore une fois, j'oublie mon besoin, parce qu'il n'y a pas un parent qui a besoin de voir son enfant mourir avant lui. C'est ça, une vie de parent qui s'occupe d'un enfant lourdement handicapé, qu'il est à domicile ou qui soit maintenant en institut parce que le parent est à bout de ressources, est malade. Il y a des parents qui placent leurs enfants et qui sont des proches aidants différemment que de s'en occuper 24 heures sur 24, mais ce sont quand même des proches aidants, puis ce sont des parents qui sont meurtris parce qu'ils ont fait le choix de laisser leur enfant à quelqu'un d'autre parce que eux... Pour se sauver la peau. C'est ça, parce qu'ils sont en survie. Est-ce que tu as de l'aide? Oui. J'utilise beaucoup les services du CLSC là, qui m'offrent le chèque emploi-service qu'on appelle, et j'engage une gardienne qui est à la maison. En fait, j'ai 3 gardiennes qui viennent à la maison. Et dans mes gardiennes, entre autres, j'ai mon autre fille là, qui est plus âgée, qui elle est en pleine santé, là, qui est nutritionniste, qui a 23 ans, qui prend soin de sa sœur de façon exemplaire. Puis j'ai une gardienne de confiance à qui je peux laisser Joanie n'importe quand pour moi faire une activité qui me ferait du bien. Mais encore là, tu fais des activités, mais tu te sens toujours un petit peu coupable. À quel moment tu te sens pas coupable? Quand elle va chez son père. La fin de semaine qu'elle va chez son père, je me sens pas coupable parce que je le sais qu'il est super bon, c'est un super bon papa, la conjointe est extraordinaire. Donc, je le sais qu'elle est dans un super beau milieu, puis tout le monde s'en occupe super bien. Donc là, je me sens pas coupable, puis je fais tout ce que j'ai à faire. Mais si, par exemple, c'est un dimanche après-midi,
Puis que je me dis, ce serait le fun de lire tel livre. Non, puis là, je vais m'asseoir pour lire un livre. Non, parce qu'elle, elle va aller se promener, elle va aller dehors, elle veut que je joue, elle veut que je conte une histoire, elle veut faire quelque chose. Là, je me sens coupable. Comme les parents se sentent coupables quand ils ont des petits-enfants, puis ils s'en occupent pas parce qu'ils ont d'autres choses à faire, parce que ça arrive que moi aussi, je lave des vêtements puis que je vide le lave-vaisselle. Mais c'est ça, on se sent coupable souvent. Mis à part, moi j'ai cette ressource-là, la ressource familiale, là, parents, papa qui existe, les gardiennes. C'est ça qui me permet. Oui, c'est moi ça. Et là, présentement, comment tu vas? Comment je vais maintenant? Oui, maintenant. Moi, je vais bien. Là, je vais bien parce que je suis rendue à une période de ma vie où j'ai fait le choix de. Il y a un moment où j'allais pas bien parce que je vivais des frustrations. Je me comparais trop à la vie des autres et je ne vivais pas bien le fait que moi, j'avais pas la vie que j'avais choisie. Et quand tu dis, j'ai fait une maîtrise à l'université pour être directrice d'école, mais non, je suis pas directrice d'école parce que j'ai décidé de rester avec elle. Il y a plein de frustrations comme ça qui viennent. Puis un jour, tu décides de consulter puis de prendre toi-même la décision. J'ai choisi d'être enseignante. J'ai décidé de la garder avec moi. J'ai décidé de ne pas dormir toutes les nuits. À partir du moment où j'ai conscientisé que c'est moi qui avais décidé ça, que le choix t'appartenait. Oui, c'est toujours choisis toujours le moins pire des mots qui t'appartiennent. Oui, mais tu as eu l'impression que tu as pris part à quelque chose. On t'a imposé de quoi au début, puis tu as accepté d'en prendre part. Oui, c'est comme si je m'étais dit, si ça ne fait pas mon affaire, j'ai juste à trouver d'autres solutions. Puis d'ailleurs, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mon objectif, c'est toujours de trouver une solution à ce qui ne fonctionne pas. Et comment tu vois l'avenir? L'avenir, c'est... Moi, je prends ma retraite dans 6 ans avec Joanie. On prend notre retraite ensemble. Il y a maintenant une école pour les élèves. Elle est contente là, que tu prennes sa retraite. Oui, c'est sûr. Elle dit, moi, je vais passer mes journées avec maman, la vie est belle. Non, ce ne sera pas comme ça. Il y a je pense qu'elle aussi, elle doit continuer de socialiser, d'avoir des amis, de poursuivre les apprentissages. Moi, je dis ma retraite dans 6 ans de travail temps plein, mais je serai quand même active, je ferai autre chose. Parce qu'elle a besoin, moi, j'ai besoin. Puis je pense que c'est en trouvant l'équilibre de toutes mes vies, ma vie personnelle, professionnelle, familiale, sociale, toutes ces vies-là, c'est difficile de les équilibrer quand on a un enfant qui est malade et handicapé. Mais quand on y arrive un peu, je pense qu'on peut se sentir bien. Mais souvent les parents d'enfants handicapés ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des obligations qui sont très médicales. C'est pas simple là, quand il faut que tu gaves ton enfant puis qui fait des crises d'épilepsie puis qui doit être sur la dialyse, il faut que tu ailles à l'hôpital. C'est pas toujours simple de concilier tout ça. Ce qui fait que moi, je vais bien parce que j'ai pour le moment l'équilibre et elle est là. Parce que je dis tout le temps, j'aime mieux une vie compliquée avec Joanie qu'une vie simple sans Joanie. C'est comme ça que je me sens. Pour terminer, Marie-Claude, j'aimerais que tu nous partages un beau moment que tu as vécu avec Joanie. Ah, le beau moment que j'ai vécu avec Joanie. Ça, c'est les beaux moments simples de la vie. Des moments où on se fait beaucoup de câlins. Mais je dirais les beaux moments que j'ai vécu avec elle puis que j'oublierai jamais. Comme elle est malade, je savais qu'un jour, ce serait compliqué. Puis je me disais toujours, qu'est-ce que t'attends quand t'attends? T'attends-tu que ce soit plus le temps? Et j'ai décidé de l'amener faire plein de voyages. Et je pense que c'est ça mes plus beaux moments. Tous ces voyages-là que je peux graver dans ma mémoire, parce qu'elle aime beaucoup se promener, voyager, voir des choses. La monter sur mon dos dans un avion à Cuba, parce qu'ils ne sont pas adaptés. La laver avec des chaises de patio puis des seaux à vin dans des bains. Faire des croisières avec des amis qui ont accepté de vivre un voyage avec leur famille, malgré que ce soit plus compliqué. Je pense que c'est ça, les beaux moments que j'ai vécus, c'est de me sentir entourée, supportée, de pas me sentir seule. Parce que c'est vrai que la solitude, c'est difficile. Le confinement, là, j'étais confinée dans le confinement. Parce qu'on sortait pas, ni elle ni moi, je travaillais à distance parce que c'était trop un risque pour elle. Donc, je pense que les plus beaux moments de ma vie, c'est les moments où j'étais avec Joanie, avec mon autre fille, puis avec plein de gens qui acceptaient de vivre avec nous notre réalité. C'est ça que je dirais. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est très, très touchant de t'entendre. Merci beaucoup, Joanie.
Est-ce que tu dis bye? Est-ce que tu dis bye-bye, Tu Joanie? dis bye-bye? Non. Non, ça ne tente pas, Elle c'est aime pas pas. grave. En Pas fait, c'est grave. qu'elle aime pas les au revoir. Ah, bon, ben bonjour d'abord. Merci. Merci.